dire grâce à la technologie on sera sauvé, c'est abdiquer délibérément son envie de choisir. Au fond, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, communautarisme. S'il est clair que le modèle actuel nous emmène droit vers le crash, de nombreux acteurs de la société civile comme du monde politique réfléchissent activement par quoi le remplacer. Dans ce podcast, je vais donc chaque semaine à leur rencontre. À travers ces discussions, mon objectif est de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Jean-Marc Jancovici pour parler carbone et économie. Jean-Marc Jancovici est ingénieur, dirigeant du cabinet de conseil Carbone 4 et président du think tank le Shift Project. Depuis plus de 20 ans, il sensibilise les citoyens, les entreprises et les politiques sur les risques liés au réchauffement climatique et à la raréfaction des énergies fossiles. Dans cet épisode, nous échangeons sur son activité de lobbying pour décarboner l'économie française, des freins auxquels il se heurte et notamment du premier d'entre eux, le culte de la croissance économique. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Il y a un an, votre think tank, le Shift Project, demandait aux différents candidats à l'élection présidentielle de s'engager à décarboner l'Europe d'ici 2050 si ils arrivaient à la magistrature suprême. À l'époque, vous avez eu le soutien de pas mal de personnalités du monde industriel, du monde académique, des patrons du CAC 40 à des économistes, des chercheurs, qui avaient alors signé votre manifeste. Alors ma première question, ce serait, un an après, quel bilan faites-vous de cette opération de lobbying de votre think tank ? Alors il faut d'abord rappeler un peu ce qu'était cette opération. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai été un des collaborateurs de Nicolas Hulot et un des rédacteurs du Pacte écologique. Et je me rappelais très bien de l'effet qu'avait eu la publication de ce pacte, alors avec derrière un élément de rapport de force que nous n'avons pas du tout au Shift Project, qui était que sur la base du pacte, Hulot a dit à un moment j'envisage éventuellement de me présenter et comme lui il aurait fait 10% et donc il aurait fait basculer l'élection au second tour, ça a permis au pacte en question d'être reçu et au candidat de le signer quelque part, tous bords confondus. Alors, au Shift Project, on n'a pas du tout un poids lourd médiatique de cette nature à notre service, mais on avait imaginé quelque chose qui était un coup de billard à deux bandes, qui était de commencer par faire une série de propositions sur la façon de décarboner l'économie qui nous paraissaient être des choses totalement incontournables si on entend être sérieux sur la question. Il faut quand même rappeler que si on entend être sérieux sur la question, il faut se débarrasser de la totalité des émissions d'origine humaine d'ici à 2100. Et donc, il y a un point de passage intermédiaire qui est qu'il faut en avoir supprimé entre les 2/3 et les 3/4 d'ici à 2050. Alors, effectivement, je vois hausser les sourcils. Pour le moment, on n'y est pas encore. Si on veut supprimer les 2/3 aux 3/4 de quelque chose, c'est pas avec des mesurettes qui portent sur 0,5% dans un coin et 1% dans un autre coin qu'on va y arriver. Donc on a commencé à travailler 1 an et demi avant l'élection présidentielle en se disant, si on est sérieux sur la question, c'est quoi les trucs totalement incontournables qu'il faut absolument faire. Alors un exemple, la production électrique au charbon. En Europe, c'est 25% des émissions de CO2. Il y a d'autres gaz à effet de serre émis en Europe, du méthane qui vient de l'agriculture, du protoxyde d'azote qui vient de l'agriculture. Mais sur le seul CO2, l'électricité au charbon, c'est 1/4. Donc une des propositions sur laquelle on a travaillé, c'est sortir le charbon de la production électrique pour le remplacer par autre chose. Alors le autre chose, ça peut être soit des ENR si on est contre le nucléaire, soit du nucléaire si on aime bien le nucléaire. Et dans les deux cas de figure, on avait chiffré les investissements qui allaient avec. Je vais prendre un autre exemple. Quand on regarde l'empreinte carbone d'un Français, et en fait en Europe on n'en est pas très loin, l'existence du cheptel bovin représente la moitié de l'empreinte carbone de l'alimentation, qui pour un Français représente 25% de son empreinte carbone. Donc 25% des émissions de gaz à effet de serre, qui sont la contrepartie du mode de vie d'un Français, provient de son alimentation. Et là-dedans, il y a une bonne moitié, voire plus, qui vient du cheptel bovin. Donc une chose à laquelle on a réfléchi, c'est est-ce qu'on pourrait diminuer le nombre de vaches, tout en permettant aux éleveurs de vivre au moins aussi bien et idéalement mieux, parce que ce n'est pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, du dur labeur qu'ils font.
Donc on en a sorti une autre proposition, etc. Donc la manière dont on a réfléchi, donc on a travaillé pendant un an, en ayant commencé 1 an et demi avant l'élection présidentielle, c'est de refaire dans l'esprit ce qui était dans le pacte écologique, sous forme d'un certain nombre de propositions incontournables, moins de 10, pour que si la presse voulait bien en parler, ce ne soit pas elle qui fasse le tri, parce que j'avais été traumatisé par le rapport Attali. Non pas que toutes ces propositions étaient pertinentes, mais par contre, comme il y en avait 300, c'est la presse qui avait fait le tri et tout le monde a retenu les taxis. Voilà. Et je ne suis pas complètement sûr que dans l'esprit des auteurs du rapport, c'était la proposition essentielle du rapport. Et par contre, moi je me rappelle très bien qu'au moment du pacte écologique, j'avais milité pour que le nombre de propositions soit en petit, de telle sorte que la presse ne fasse pas le tri à notre place. Donc là, on a repris cet esprit-là aussi. Et arrivé à 3 mois de l'élection présidentielle, on se retrouve donc avec 9 propositions qui sont rassemblées dans un livre qui s'appelle Décarbonons aujourd'hui et qui sont disponibles sur un site internet qui s'appelle decarbonaseurope.org. Et ces propositions, on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à les faire soutenir par des gens qui sont le public naturel du Shift Project, c'est-à-dire les décideurs dans les corps intermédiaires. Donc les décideurs économiques, les gens qui ont de l'audience dans le monde académique et éventuellement quelques personnalités de la haute fonction publique qui acceptent de signer en leur nom. Parce qu'il faut savoir que les hauts fonctionnaires ont un devoir de réserve, ce qui fait que ce n'est pas toujours simple pour eux de faire ce genre de choses. Sauf qu'à 3 mois de l'élection présidentielle et avec des propositions qui ont été argumentées et chiffrées à raison de 20 pages d'argumentaire par proposition, 9 fois 20, si je sais compter, ça fait 180 pages. Et donc on se retrouve avec quasiment 200 pages à lire pour toute personne qui voudrait endosser les propositions en question. Et on s'est dit, notre public, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des décideurs du monde économique, etc., jamais ils liront 200 pages avant de signer. C'est juste pas possible. Alors à ce moment, on a rassemblé l'esprit de ces propositions dans un texte chapeau qu'on a appelé le Manifeste pour décarboner l'Europe et qui appelait les gens qu'on voulait faire signer, donc en l'occurrence des décideurs, etc., à soutenir une motion dans laquelle on disait décarboner l'Europe, c'est de notre devoir tout de suite et maintenant, c'est pas un truc qu'il faut refiler au suivant, donc les générations futures c'est nous, et il faut le faire de manière sérieuse, c'est-à-dire ne pas prétendre qu'on va résoudre un problème qui vaut 1000 avec des mesures qui valent 1, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui. Donc c'était ça qu'on voulait faire signer, c'était un appel à la cohérence entre l'objectif et la stratégie adoptée, et un appel à passer à l'action tout de suite et pas à procrastiner comme on le fait, parce que pour le moment on procrastine. Et en toute transparence, on a envoyé à toutes les personnes qu'on a sollicitées pour signer ce texte, qui lui pouvait se lire assez vite, la liste des 9 propositions faites par le Shift, mais en leur disant, ça c'est des propositions qui ne vous engagent pas si vous signez, en tout cas on ne vous le demande pas, vous pouvez dire que vous les aimez bien, et du reste un certain nombre de gens nous ont dit, je signe parce que justement j'aime bien vos propositions, mais on ne vous demande pas de le faire formellement. Par contre, comme on est transparent, on vous dit ce que nous, on a dans la cervelle, si on devait vraiment passer à l'action. On a ça. Bon. Donc on envoie ce texte et on rassemble effectivement quelques milliers de signatures, dont quelques centaines de dirigeants d'entreprises, de personnes un peu visibles dans le monde académique, etc. Et une fois qu'on a ce bagage-là, à ce moment, on écrit aux candidats en leur disant, voilà, on a fait ce travail dans lequel on chiffre des propositions. On a publié ce texte qui s'appelle le Manifeste, qui a été signé par quelques milliers de personnes, dont quelques centaines de dirigeants. Vous en pensez quoi ? Et en particulier, est-ce que vous seriez d'accord pour prendre un engagement qui est, si vous êtes élu, vous vous engagez dans les 2 ans à ce que le Conseil européen adopte une stratégie cohérente de décarbonation de l'économie. Et je le redis, cohérente, ça veut dire dans les bons ordres de grandeur. Alors on a envoyé ça aux 11 candidats au premier tour. Là-dedans, il y en a... Une petite question, est-ce que c'était dans le libellé exact demandé au Conseil européen ? Oui. Parce qu'il y avait certains candidats qui n'étaient pas vraiment, on va dire, qui ne voyaient pas les institutions européennes comme des institutions très légitimes. Oui, et c'est pas grave, on leur a quand même posé cette question-là. Ok, très bien. Parce qu'à ce stade, ce qui comptait, c'était pas qu'ils voient les institutions européennes comme légitimes ou pas. On avait fait un manifeste pour décarboner l'Europe. Une partie de ce qu'il faut faire est aujourd'hui régie par des réglementations européennes. Donc on n'allait pas dire, on fait comme si l'Europe n'existait pas. Enfin, on peut, mais moi je peux gérer mon repassage comme si j'avais 4 bras, mais pas sûr que ça marchera bien. Donc là, on leur a dit, est-ce que vous soutenez ce truc-là ?
Alors, on a eu des réponses qui étaient certaines oui, certaines non, certaines du ni oui ni non. En fait, les plus fréquentes qu'on a eues, c'était du ni oui ni non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu à la question qu'on leur a posée, les candidats, ils ont répondu à une autre question, qui est celle qu'ils se sont posées à eux-mêmes. Bon. Alors, dans les gens qui nous ont dit tout ça est très bien, on a eu Macron, qui nous a dit moi je suis très en phase avec vos propositions, c'est probablement pour ça qu'il n'en fait rien actuellement et je soutiens votre démarche. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en tire comme bilan maintenant? Alors le bilan qu'on n'en tire pas, c'est que M. Emmanuel Macron, ci-devant président de la République française, n'a pas mis en œuvre une stratégie cohérente de décarbonation de l'économie. Voilà, ça, c'est le truc qu'il n'a pas fait. Donc, il a parlé un peu, il a fait Make Our Planet Great Again. Pour le moment, il n'a absolument pas profité du boulevard que lui a laissé Trump et que lui laisse le vide institutionnel européen entre une Grande-Bretagne qui est en plein Brexit, une Espagne qui est en pleine tourmente unitaire, une Italie qui est en pleine tourmente économique et une Allemagne qui est en pleine tourmente politique. Donc en gros, il avait, lui fraîchement élu, il avait un boulevard devant lui pour proposer un projet de société et il n'en a strictement rien fait. Pour le moment. Donc ça, c'est un regret, évidemment, parce que c'était le truc qu'on aurait vraiment aimé. Ce qu'on a quand même gagné dans cette histoire, c'est qu'on a gagné auprès de notre public naturel, celui du Shift et des décideurs économiques, un certain crédit pour discuter de sujets qui sont liés à la décarbonation. Donc là, je pense que clairement, on a franchi une marche. On y a gagné au passage 2 administrateurs qui ne seraient jamais venus au Shift sans ce projet. Puisque le Shift a gagné 3 administrateurs en fait de poids, qui sont respectivement André-Jean Guérin, qui a été le premier directeur de la Fondation Nicolas Hulot, Sylvain Deforge, qui a été directeur général délégué d'AG2R La Mondiale, et avant ça le numéro 2 du Trésor, donc un des plus hauts postes qu'on puisse avoir dans la haute fonction publique à Bercy. Et Laurent Morel, qui était, juste avant de devenir administrateur, président du directoire de Clépierre, qui est une société du CAC 40, donc un affreux capitaliste, qui a rejoint The Shift Project comme administrateur. Donc on y a gagné ça. Et ça, on en voit les bénéfices aujourd'hui, clairement. On y a gagné une audience renforcée avec une partie de ce qu'on appelle pompeusement maintenant les parties prenantes, donc les dirigeants du monde économique. Voilà, on y a gagné une dynamique propre, on va dire. On n'a pas gagné le Graal, c'est-à-dire convaincre un gouvernement fraîchement élu qu'il tenait là quelque chose qui était la colonne vertébrale d'un projet de société qui était notamment susceptible de résister au prochain retournement de conjoncture économique que Macron ne manquera pas d'avoir avant la fin de son mandat. Et le travail de lobbying, c'est pas un travail qui est instantané et après on rentre chez soi et c'est terminé. C'est un travail continu où on a besoin d'avoir, on va dire, des échanges réguliers. Est-ce que depuis les contacts sont rompus ou très lapidaires? Comment ça se passe pour Les contacts avec qui? Avec le monde politique français d'abord. Ah. Et je pense qu'il y a comme vous êtes, vous proposez au niveau européen. Ma deuxième question, ce serait, est-ce que vous avez des relations avec le monde politique européen? Alors le contact avec le monde politique français, il n'a jamais été rompu, parce qu'il n'a jamais été établi à un niveau majeur, j'ai envie de dire. Le public naturel du Shift, c'est pas le monde politique. C'est le monde des décideurs économiques, parce que ce que nous croyons, c'est que ce que nous pouvons faire de mieux, c'est infuser des idées intelligentes auprès de gens qui ont un peu de temps pour les écouter, avec l'espoir que ces derniers sauront s'en emparer pour les porter, eux, au niveau des pouvoirs publics. Donc de temps en temps, on enregistre des petits succès. Par exemple, à force de parler à un certain nombre, je vais prendre un exemple, à force de parler à la SNCF du bénéfice que ça pourrait offrir à ce groupe d'avoir que la mobilité en France soit pensée avec un prisme carbone fort, on a fini par obtenir que maintenant les dirigeants de cette entreprise réclament au pouvoir public qu'il y ait une approche carbone dans l'analyse des infrastructures. Bon, on n'avait pas ça avant, donc ça c'est un petit truc qu'on a gagné. Nous avons noué un partenariat avec l'AFEP,
alors, qui est l'incarnation du mal absolu, quand on est évidemment un environnementaliste version un peu anarcho-gauchiste, puisque c'est le syndicat patronal des multinationales. Donc c'est encore pire que le MEDEF. C'est beaucoup moins connu du grand public. Alors je dis ça en plaisantant, mais nous on en est très fiers parce qu'on a réussi à nouer un partenariat avec la FEP pour faire une étude en commun sur la prise en compte du risque climat par ce qu'on appelle les agences de notation. Les agences de notation, c'est Moody's, Standard & Poor's, Fitch dans une moindre mesure, c'est-à-dire des gens qui disent quand vous émettez une obligation et que vous êtes une entreprise, donc vous êtes justement la SNCF, puis vous dites tiens voilà, je vais souscrire un emprunt de 1 milliard ou 2 milliards d'euros pour acheter des trains, ou si vous êtes réseau, rénover les voies, eh bien la qualité de la dette que vous émettez, qui sera derrière achetée par des gestionnaires d'actifs qui eux-mêmes gèrent l'épargne des entreprises et des particuliers, eh bien la qualité de la dette que vous émettez est appréciée par ces agences de notation. Et on a fait une analyse au Shift pour savoir si ces agences de notation tenaient compte du risque climat, c'est-à-dire est-ce que vous êtes trop dépendant des combustibles fossiles, ou bien est-ce que vous avez une activité qui est dépendante d'infrastructures qui sont susceptibles d'être mises à mal par le changement climatique, d'accord, ou d'une activité qui est susceptible d'être mise à mal. Donc est-ce qu'aujourd'hui, les agences de notation intègrent ça dans la façon dont elles apprécient le risque? Bon, alors, la réponse courte est non, mais on a fait un beau travail de fond qui a été soutenu par la FEP, donc l'Association française des entreprises privées. Et ça, c'est une conséquence aussi directe du manifeste et de ce qu'on a fait derrière, parce que ça nous a fait connaître auprès d'un certain nombre d'entreprises. Ça, c'est du lobbying. Parce qu'une fois que la FEP s'empare de ce sujet, elle le porte avec la légitimité, comment dire, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais qui est réelle, du soutien des grandes entreprises, pour dire, voilà, ça serait bien qu'on soit un peu plus sérieux sur la façon dont on intègre le risque climat dans l'appréciation des entreprises. Sous-entendu, les entreprises françaises qui considèrent qu'elles sont plutôt pas trop mal placées dans cette affaire, on aimerait bien qu'il leur soit fait crédit du fait qu'elles sont pas trop mal placées dans cette affaire. Bon. En termes relatifs, évidemment. Donc le public, encore une fois, qui est le nôtre, c'est vraiment un public d'entreprise. Parce qu'une fois qu'un patron dit « je veux », ça a plus de poids que si Jancovici dit « je veux », ce dont le gouvernement se contrefout avec raison du reste. Quand vous faites un certain nombre de propositions comme le remplacement des centrales à charbon ou une grande proposition phare au niveau français, c'est la rénovation des bâtiments, l'isolation des logements, il y a un moment, toutes ces propositions, vous avez bien un feedback dessus, sur ces propositions. Oui. Et alors le feedback, ce serait quoi ? Le feedback est à la fois positif et le feedback négatif. Et j'imagine que des décideurs politiques, pas simplement des décideurs privés, vous font des feedbacks. Alors, de quoi, quel sur genre le de charbon, par exemple, vous c'est un exemple intéressant. Il y a 5 ans, tout le monde se foutait du charbon. Il y a 5 ans, le seul sujet qui agitait le landerneau, c'était le nucléaire, en France. Alors aujourd'hui, c'est toujours le sujet qui agite 90% du landerneau, ce qui, moi, me consterne, puisque comme le nucléaire ne fait pas de CO2, c'est juste à côté du problème. Climat. Mais on commence quand même à parler du charbon aujourd'hui. Bon, je pense qu'on fait partie des gens qui ont contribué à l'émergence de cette question. Donc quand Macron dit il faudrait une taxe CO2 sur la génération électrique en Europe, ça doit un petit quelque chose à l'action du Shift. On avait, du temps de Ségolène Royal, fait une proposition pour que le système européen de quotas de CO2, qui s'applique notamment aux centrales à charbon, soit durci de manière significative. Alors on n'a pas été entendu, mais en attendant, la proposition qu'on a faite à l'époque, elle avait été portée par le gouvernement français, et aujourd'hui elle est toujours présente dans la tête de l'homme qui était à l'époque au cabinet de Royal et qui maintenant est au cabinet de Macron à l'Élysée. Donc là par exemple on a un lien direct avec quelqu'un qui peut relayer une proposition qui était la nôtre. Donc il y a des choses qu'on a faites qui sont crantées, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, le fait qu'il faut nécessairement supprimer le charbon de la production électrique, ça commence à faire son chemin dans les esprits. Alors là où ça devient plus difficile, c'est que tout le monde n'a pas en tête les contreparties. Et qu'est-ce que je fais des mineurs polonais ? Bon. Les mineurs allemands, c'est très simple, on les indemnise. L'Allemagne a 200 milliards d'excédents commerciaux tous les ans, donc elle a tout à fait de quoi indemniser ses mineurs et de les envoyer planter des carottes. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Le polonais, c'est plus compliqué.
Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est de nature politique. Vous parlez à la plus grosse puissance économique d'Europe et vous lui dites ce que tu fais, c'est pas bien. Il y a un petit, voilà, à un moment, il y a un dialogue du faible au fort qui est un peu compliqué, mais on y vient. Le Brexit complique la donne parce que s'il y avait un pays en Europe avec qui on pouvait facilement s'allier, maintenant, sur le sujet climat, c'était bien la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne est un cheminement assez ordonné sur cette question. Elle a mis en place une taxe domestique sur la production électrique, taxe CO2 domestique, avec pour résultat que le charbon a été divisé de mémoire par 2 ou 3 dans la production électrique en moins de 10 ans. Donc eux, ils ont vraiment fait les choses en grand. Alors ils en ont remplacé pour partie par du gaz, qui reste un émetteur de CO2, la production électrique au gaz. Mais enfin, c'est quand même 2,5 fois moins que le charbon, donc c'est quand même un gros progrès. Et voilà, donc là on a perdu un allié naturel, j'ai envie de dire. Mais si on prend, donc, pour y revenir, cette proposition qui est supprimer le charbon dans la production électrique européenne, je ne sais pas si la part du shift dans le cheminement des esprits, c'est 15% ou 0,01%, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'on a contribué pour quelque chose. Et pour revenir à la proposition des logements, il s'agit plutôt d'une mesure franco-française. Alors à cet endroit-là, sur cette mesure-là, quels sont les verrous auxquels vous vous heurtez? Quels sont les retours que vous avez? Alors les verrous sur le fait qu'il faut augmenter le rythme auquel on rénove les logements sont de plusieurs natures. Il y a un premier verrou qui est un verrou de compétence. Aujourd'hui, si vous dites, prenons le bar dans lequel nous sommes, si on dit qu'il faut rénover thermiquement cet immeuble, eh bien il faut faire venir quelqu'un qui va vous dire voilà quel est le bon cocktail de mesures à prendre. Donc chez vous il faut changer la chaudière comme ça, isoler les murs comme ça ou pas les isoler le toit comme ça ou pas, isoler les huisseries, enfin les fenêtres et les portes comme ça, etc. Bon. Aujourd'hui c'est des compétences qui sont difficiles à trouver. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en France, si on regarde l'appartement et la maison de Monsieur Tout-le-Monde, donc pas les logements collectifs d'un seul bloc, qui là où il commence à y avoir des choses sérieuses, mais tout le reste, on doit avoir 10 000 rénovations lourdes par an, ou à peu près, alors qu'il en faudrait 500 000. Bon. Donc on est très très loin du compte. Donc là, le premier sujet est un sujet de compétence. Le deuxième sujet est un sujet réglementaire, c'est-à-dire que si on veut que les choses avancent, à un moment, il faut obliger, quoi. Je veux dire, si on dit aux enfants de 10 ans le matin, tiens, je vais vous inciter à aller à l'école, mais enfin, vous irez si vous avez envie, connaissez le résultat comme moi. Donc, à un moment, les propriétaires, il faut leur dire, vous n'avez pas le choix, vous allez faire. Bon. Donc là, il faut avoir un peu de couilles, ce que le pouvoir politique n'a pas toujours, ou en tout cas, quand il en a, c'est pas toujours à bon escient. Donc, il faut juste y aller. Donc à un moment, il faut dire, je vais obliger. Alors je vais à la fois donner les moyens, donc je vais mettre en place des filières de formation qui pour le moment n'existent pas. Tous les parents qui vont nous écouter savent très bien que tous les enseignants, quand on leur gamin en classe, leur diront si t'es doué, tu feras des études supérieures, et si t'es nul, tu deviendras maçon. Bon. Sauf que pour rénover 700 000 logements par an, on a besoin de maçons, on n'a pas besoin d'instituteurs, mais pas besoin de gens qui font des licences de lettres. Alors, j'ai rien contre les licences de lettres, j'ai rien contre les instituteurs, mais à un moment, il faut quand même mettre en phase les besoins du pays avec les dispositifs de formation. Bon. Aujourd'hui, on ne forme absolument pas les compétences qui sont nécessaires. Il y a un sujet donc réglementaire, il y a un sujet financier qui va à la clé du sujet réglementaire. C'est-à-dire, si je dis aux propriétaires, vous allez être obligés de faire des travaux de performance thermique, il faut qu'ils les payent. Alors, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, les propriétaires privés, ils font 50 milliards d'euros de travaux par an dans leur logement. Ils changent la salle de bain, ils changent ceci, ils changent cela. Donc le delta qu'il faudrait rajouter pour que la performance thermique soit embarquée dans tous les cas de figure, c'est quelques milliards d'euros. Bon, quelques milliards d'euros par an de dépenses privées dans un pays qui fait 2000 milliards de PIB, je fais partie des gens qui pensent que c'est un arbitrage politique. Il faut savoir que pour remplacer du nucléaire qui n'émet pas de CO2 par des éoliennes et des panneaux solaires qui n'en émettent pas non plus, c'est-à-dire pour un jeu qui est à somme nulle sur le climat, on oblige aujourd'hui les Français à dépenser 5 milliards d'euros par an. 5 milliards d'euros par an. Personne ne gueule. Je veux dire, on a gueulé pour les APL à 5 euros par mois. Là, je vous prends un truc. La facture totale à fin 2017, c'est 120 milliards d'euros.
On a dit aux Français, je te prends 120 milliards d'euros pour faire des éoliennes et des panneaux solaires. C'est ça qu'ils vont payer, les Français. Ça sort directement de leur poche, puisque c'est des taxes sur l'électricité et des taxes sur les carburants, juste pas photo. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, donc il y a un moment, il n'y a pas de problème de pognon, il y a juste un problème d'arbitrage politique. Avec les 120 milliards en question, moi j'aurais pu installer, enfin moi, n'importe qui aurait pu installer une pompe à chaleur en remplacement du gaz ou du fioul dans 12 millions de logements français. Il y a 30 millions de logements en France. Donc dans plus d'un tiers des logements, je pouvais supprimer totalement le gaz et le fioul pour le chauffage avec cet argent. Bon, au lieu de faire des éoliennes. Donc, à un moment, on choisit, quoi. Donc, la question de la rénovation, donc il y a un problème réglementaire et un problème d'argent, mais le problème d'argent se résout. C'est ça que je veux dire. Le problème réglementaire se résout, le problème de compétences se résout. Ce qui ne se résout pas, c'est le fait d'avoir une vision claire du problème à traiter et de sortir des grands effets de manche en disant on va faire sans rien faire. Voilà. Donc, en fait, on a un dernier problème qui est un problème de formation du monde politique qui a du mal à sortir. Enfin, il y a un dernier sujet qui est que ça ne mange pas de pain de faire des annonces non suivies d'effets. Et donc, on se gargarise de grandes déclarations qui sont non suivies d'effets aussi. Donc, nous, on avait proposé, pour essayer de passer à l'action, d'améliorer le dispositif qui s'appelle aujourd'hui l'étiquette de performance énergétique. Un diagnostic de performance énergétique qui est assez peu un diagnostic et mal de la performance énergétique parce qu'il y a quelque chose qui ne reflète pas la performance de l'enveloppe dans la manière dont le calcul est fait parce que c'est fait pour défavoriser l'électricité. On avait pour proposition de remplacer ça par un diagnostic technique bien plus étudié, fait par des gens qui seraient formés pour ça. On a une expérimentation en cours. Et derrière, un déploiement avec une obligation de faire. Une obligation pour les gens qui sont en face de fournir les compétences correctes. Il y a des moyens de faire ça avec des labellisations, des subventions qui sont accordées que si, etc. Et puis une mise en adéquation des moyens et des objectifs. Donc voilà quelque chose. Là, pour le moment, on en est toujours au point zéro. C'est-à-dire qu'on continue à dire on va rénover. Il faut quand même savoir que dans la loi de transition énergétique, il y avait un objectif de 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017. En 2017, c'est terminé depuis 4 mois, donc on peut en parler. Enfin, depuis 3 mois. Janvier, février, mars, avril, non, depuis 4 mois. Je le redis, la quantité de rénovation lourde hors logement social qu'on aura vraiment faite en 2017, c'est 10 000, 20 000. Enfin, je veux dire, ça excède pas ça. Bon. Et pourtant, la loi disait 500, mais sans sanction si on n'y arrive pas. Je sais pas qui on sanctionne du reste. Voilà. Et il y a un verrou, je suis étonné que vous ne l'ayez pas cité. Vous avez parlé de verrou technique, verrou réglementaire, verrou de formation, verrou politique. J'aurais envie de parler de verrou idéologique ou de verrou philosophique. Je pense à un mot, ça s'appelle la croissance. Non, c'est pas le sujet. Là, est-ce que ce verrou, pas sur ce point-là. Non, ça joue sur l'industrie, ça joue sur la mobilité, sur la rénovation du logement. Non, c'est pas le sujet. Est-ce que la rénovation des logements, de la même façon que remplacer le charbon par autre chose sans toucher à la quantité d'électricité qu'on produit, est-ce que c'est pas, d'une certaine façon, une mesure qui pourrait créer de l'effet rebond ? C'est-à-dire générer ailleurs d'autres productions, d'autres consommations, d'autres impacts, voire même plus qu'initialement. Alors ça, c'est vrai si vous allez jusqu'à l'excès. Si vous prenez aujourd'hui un logement qui consomme 200 kWh par mètre carré par an, et que vous dites, parce que c'est ça la proposition du Shift, je divise ça par 2, pas par 5, par 2, avec de l'isolation, etc. Et ce qui est actuellement chauffé au gaz et au fioul, je le passe à la pompe à chaleur, avec un dispositif électrique, et qui par ailleurs génère de l'énergie renouvelable, puisque la pompe à chaleur transfère de la chaleur de l'environnement vers votre logement. Ça, c'est quelque chose qui génère peu d'effets de bord, parce que les dispositifs qu'il faut fabriquer pour économiser de l'énergie se payent sur la bête, j'ai envie de dire, et plus encore. C'est-à-dire il faut moins d'énergie pour les fabriquer que d'énergie qu'on économisera une fois qu'ils sont installés. Et par ailleurs, si vous avez un logement, ce qui limite la taille de votre logement,
c'est pas la quantité d'énergie que vous utilisez, c'est la quantité de mètres carrés que vous pouvez vous offrir avec ce que vous gagnez. Donc si ces mètres carrés sont mieux isolés, c'est pas pour autant que vous allez en acheter 20 de plus. Bon. Donc de l'effet rebond dans le logement, il n'y en a pas. Ou il y en a très très peu. Se loger, c'est votre premier besoin après avoir mangé, voire parfois avant. C'est un... Si les gens se mettent à acheter des iPhones avec l'argent qu'ils économisent ou des écrans plasma, est-ce que le contenu énergétique vous économiserez pas d'argent en isolant vous économiserez pas d'argent en isolant les logements. Au mieux, pas au mieux, vous ferez une opération blanche, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, sur la durée, vous finirez par rentrer dans votre argent. Et en plus, il ne faut même pas le voir comme ça. Il y a un truc, par exemple, qui fait le bonheur des peintres à Paris, qui s'appelle l'obligation de ravalement. Personne n'a jamais essayé de justifier le ravalement en termes économiques. C'est obligatoire, point. Voilà. En fait, si vous réfléchissez bien, il y a une justification économique cachée, qui est que l'une des raisons pour lesquelles Paris est une très belle ville, alors que vous avez plein d'autres villes qui sont moches, c'est à cause de cette obligation de ravalement. C'est-à-dire qu'on a fait porter à la charge des propriétaires l'obligation d'avoir un endroit qui soit sympathique à visiter pour les touristes. Moyennant quoi, Paris est une des premières destinations touristiques au monde. Je soupçonne qu'il y a un lien de cause à effet. Un petit lien, en tout cas, de cause à effet. Mais on n'a jamais cherché à justifier économiquement que c'était rentable de ravaler. Ravaler, point, quoi. Bon. Là, c'est pareil. Je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'il faut absolument justifier par des arguments économiques que c'est rentable de diminuer les émissions de CO2. De toute façon, le coût du changement climatique, vous n'arrivez pas à le borner. Donc, il est infini. Donc, toute mesure d'économie de CO2, économiquement, vous pouvez l'argumenter. Ce qu'il faut, c'est que ce soit compatible avec les possibilités financières des gens qui doivent faire. C'est ça le sujet. Mais il n'y a pas de sujet. Mais la rentabilité économique, il arrive à un moment où c'est pareil. On n'a jamais cherché à justifier la rentabilité économique du fait qu'il fallait mettre des ceintures de sécurité dans les voitures ou que vous ne deviez pas être ivre sur la voie publique. Enfin, les trucs, ça fait partie de la norme sociale, c'est comme ça. Donc l'effet rebond, je reviens sur les mètres carrés, moi j'en vois pas, parce que je le redis, le coût du mètre carré est quelque chose qui est le facteur limitant de la surface dont vous pouvez disposer. Et la raison pour laquelle les surfaces se sont agrandies de manière considérable entre 1975 et aujourd'hui, les surfaces habitables par personne, c'est tout simplement parce que le pouvoir d'achat a considérablement augmenté, et qu'en plus, l'augmentation des divorces a créé un besoin en surface par personne qui augmente, parce que quand vous êtes divorcé, là où avant vous aviez une salle de bain pour le couple, vous avez une salle de bain par personne, enfin par adulte. Là où vous aviez des couloirs mutualisés pour le couple, vous avez des couloirs pour chacun. Là où vous aviez une chambre à coucher pour le couple, vous avez une chambre à coucher chacun, etc. Donc en fait, la surface par personne en moyenne nationale, elle augmente quand le taux de divorce augmente. C'est pareil, une fois que les gens, ce qui limite les divorces, c'est indépendamment de l'entente du couple, c'est les possibilités économiques de divorcer. On connaît tous des gens, je sais pas vous, mais moi je connais des gens qui ne divorcent pas pour des raisons économiques. Ce qui était également le cas au temps plus ancien. Là où vous allez avoir des effets rebonds, c'est quand vous avez des objets qui diminuent de taille, donc de prix, pour consommer unitairement moins d'énergie et qui, du coup, deviennent plus accessibles. Voilà, ça c'est très clair. Donc, alors, la consommation d'électricité des engins électroniques est un mauvais exemple, parce que c'est tellement epsilonesque dans le coût global de ces engins que c'est pas parce qu'ils consomment moins que vous allez en acheter plus. Par contre, si vous faites des plus petites voitures pour qu'elles consomment moins, ce qui est une des manières de faire moins consommer les voitures. Avant, il y avait des R5, on a fait des C1, c'est plus petit, etc. Donc ça consomme moins, mais ça vaut aussi moins cher. Bon. À ce moment, alors là, vous avez un effet rebond direct. Donc l'effet rebond sur la consommation énergétique, il n'existe que pour autant que la diminution de la consommation d'énergie diminue aussi le coût d'acquisition de l'objet. Et à ce moment, vous avez un effet rebond. Il faut savoir que sur une voiture, le coût du carburant, c'est simplement 15% du coût global de détention de la voiture. Le reste, c'est l'amortissement de la voiture, l'assurance, l'entretien, etc. C'est pas énorme. Hein. Bon. Donc, si vous diminuez le coût du carburant de 20%, 15 fois 20, ça fait 3% sur le coût global de détention de la voiture, c'est pas ça qui vous engendre un effet rebond majeur.
En fait, là où on a vu de l'effet rebond, là où il n'y en avait pas, un premier effet qu'il y a eu pour l'augmentation du nombre de voitures vendues, c'est que le pouvoir d'achat des gens augmente. Donc à ce moment, il y a plus de voitures qui se vendent. La population augmente. Donc à ce moment, il y a plus de gens qui ont envie d'avoir une voiture s'ils peuvent. Tant que la physique ne les limite pas, ça augmente le marché. Et enfin, vous avez un effet, je le redis, baisse de la taille unitaire d'une voiture. Enfin, descente en gamme, c'est-à-dire que vous avez des voitures petites qui ne coûtent pas très cher. Et à ce moment, là, vous avez un effet rebond. Ce que je me disais dans l'effet rebond, c'est que quand on propose une mesure énergétique, elle peut être en 2 catégories. Soit elle permet d'économiser de l'argent, soit elle ne permet pas d'économiser de l'argent. Oui. Si elle permet d'économiser de l'argent, à ce moment-là, il y a à nouveau une dichotomie. Est-ce que cette technologie se fait à isofonctionnalité ou se fait avec des fonctionnalités à la baisse, c'est-à-dire de la sobriété fonctionnelle? Dans l'exemple que vous avez pris, alors j'ai envie de dire que je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous que oui, dans le monde dans lequel on vit, des voitures plus petites peuvent donner de la mobilité à des gens qui n'en avaient pas parce qu'il y avait que des voitures grandes. Mais si dans tous les domaines, on downscale à la fois la surface habitable par personne, la cylindrée de chaque voiture, si on fait de la sobriété globale, eh ben, ça forcera le système à descendre. Oui. Sauf que la sobriété globale, c'est un truc qui aujourd'hui n'existe pas. Si on raisonne économie d'énergie, en fait, je me suis inventé une classification qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a 3 façons d'économiser de l'énergie. Il y a une première façon qui est de diminuer la consommation d'énergie à isoperformance. D'accord ? Donc je prends une voiture, c'est toujours la même, elle va toujours à la même vitesse, elle fait toujours la même taille, elle emmène toujours autant de personnes, etc. Sauf qu'elle consomme moins. Ça, c'est ce que j'appelle de l'efficacité. Il y a une deuxième manière d'économiser de l'énergie qui est de dire j'avais une voiture, je renonce à ma voiture et j'achète un vélo. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle de la sobriété, c'est-à-dire qu'il y a un abandon délibéré de service et à ce moment, vous économisez l'énergie correspondante. Sauf que ça devient de la sobriété globale à la seule condition que l'argent que vous n'utilisez plus pour rouler en voiture, parce que rouler en vélo va vous coûter beaucoup moins cher, vous ne le dépensiez pas dans autre chose. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous le donnez aux pauvres, auquel cas ils vont consommer à votre place ? Est-ce que vous le jetez par la fenêtre pour être sûr que personne n'en profite ? Auquel cas, effectivement, là, il y a une destruction nette. Être sûr que. Dans le premier cas aussi. On économise de l'argent à iso-performance ? Non, pas forcément. Non, dans le premier cas, vous économisez un peu d'argent, mais je le redis, si vous prenez une voiture qui consomme 20% de moins, je le redis, 20% de 15%, ça fait 3%. Alors que si vous n'avez plus de voiture du tout et que vous remplacez par un vélo, là, on ne parle pas des mêmes économies, considérablement supérieures. Mais donc, je le redis, il y a la question de l'effet de bord, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour l'argent que vous ne dépensez plus. Et puis, il y a une troisième manière d'économiser de l'énergie qui est la sobriété non consentie, et ça s'appelle la pauvreté. Dit autrement, vous ne consommez plus l'énergie qui va avec le service parce que vous n'avez plus les moyens de vous acheter le service. Bon. Donc ça, c'est typiquement des gens qui gagnent moins d'argent et qui doivent prendre un logement plus petit et de fait, il va consommer moins d'énergie, ou des gens qui gagnent plus d'argent, qui gagnent moins d'argent et qui ne peuvent plus avoir de voiture. Voilà. Donc ça, c'est de la pauvreté. La grosse différence entre la sobriété et la pauvreté, elle est double. La première, c'est que la pauvreté est non consentie alors que la sobriété l'est. Donc socialement, le sentiment d'insatisfaction est considérablement plus fort quand il s'agit de pauvreté que quand il s'agit de sobriété, parce que quand il s'agit de sobriété, considérez avoir exercé votre libre arbitre, donc il n'y a pas de sujet. Et la deuxième grosse différence, c'est que quand vous faites de la sobriété, je le redis, vous avez un reliquat d'argent, puisque vous n'avez volontairement pas dépensé de l'argent, et vous en faites quoi ? Alors, si vous le donnez aux pauvres, je le redis, les pauvres consomment à votre place, donc c'est peut-être très bien socialement, mais vous n'avez pas résolu votre problème de consommation globale. Si vous le jetez par la fenêtre, je connais peu de gens qui vont jusqu'à cette extrémité de sobriété, je connais même pas beaucoup. Si vous l'épargnez, à ce moment, la question se pose de savoir ce que la personne qui récupère votre épargne fait de l'argent. Donc si vous l'épargnez, que vous filez ça à la caisse d'épargne, ou sur le livret A,
que le livret A s'en sert pour construire plus de logements et donc faire tourner les aciéries et les cimenteries, à nouveau, je ne me positionne pas sur le terrain de la justification sociale. Si je me limite à un bilan strictement comptable sur les émissions, c'est pas dit, ou sur l'énergie, c'est pas dit que vous ayez fait une bonne affaire. Bon. Or, ces effets de transfert ou ces effets de bord, ils sont jamais appréciés par la personne qui a un comportement individuel. Alors, à supposer que la personne qui soit sobre mette l'argent sous son matelas, d'accord ? Donc là, il est investi par personne. Il dort, il ne fait rien, donc pas d'émission. À ce moment, la sobriété conduit à une diminution de la production, puisque vous achetez moins de trucs, et donc elle a un effet récessif. Comme la pauvreté, soit dit en passant, vous n'avez plus les moyens de vous payer des trucs, donc du coup on ne les produit pas, et ça a aussi un effet récessif. Alors que l'efficacité n'a pas d'effet récessif, puisque vous faites des voitures qui consomment un peu moins, du coup même à la limite on peut en acheter un peu plus, et donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle tous les gouvernements de tout temps ont toujours préféré encourager l'efficacité que la sobriété et a fortiori la pauvreté, parce que l'efficacité n'est pas récessive. Par ailleurs, elle a un autre avantage, c'est qu'elle permet de faire porter l'effort sur une petite catégorie de la population, puisque pour faire une bagnole plus efficace, il faut juste fouetter les ingénieurs des industries automobiles, et donc on leur dit c'est pas bien ce que vous faites de faire des voitures qui consomment trop, si vous allez me faire des voitures qui consomment moins, sinon je vais vous fouetter nus en place de grève. Et c'est quand même vachement plus sympa quand vous dépendez du vote de 40 millions de personnes d'en enquiquiner 20 000 plutôt que d'en enquiquiner 30 millions. Bon. Donc la sobriété et la pauvreté n'ont jamais été les modes d'action préférés en démocratie, parce qu'en démocratie, vous êtes l'exécuteur testamentaire de vos électeurs, vous n'avez pas envie de les contrarier, et donc vous préférez des mesures qui font porter l'effort sur une petite catégorie de la population. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la partie économie d'énergie, mais je le redis, la vraie question en vision globale, c'est à partir du moment où vous libérez une ressource qui n'est plus utilisée quelque part, est-ce qu'elle n'est plus utilisée du tout, ou est-ce que c'est juste transféré pour que ça se passe ailleurs ? Ça me donne deux questions, j'ai envie de dire. La première, ce serait juste en fait une interrogation, c'est est-ce qu'on peut vraiment économiser de l'énergie si quelque part, on ne réduit pas aussi les flux monétaires ? Parce qu'on voit que cette masse monétaire, elle va circuler. Et donc, quelque part, si elle n'est pas utilisée à un endroit, si elle continue d'être aussi abondante, elle va se retrouver quelque part dans le système et l'énergie sera dépensée ailleurs. Ça me fait un peu penser à cette remarque-là. Je ne sais pas la façon dont on a formulé les choses. Et ma question, et j'aurais une question plus directe, ce serait est-ce que l'efficacité, c'est une bonne politique pour justement résoudre les problèmes de climat et résoudre... Alors l'efficacité, non. La preuve. Enfin, d'un point de vue macroscopique, non. Par contre, si je me prends le problème à l'envers, c'est-à-dire si je dis je vais contraindre globalement les émissions, et est-ce que ça aide, ça allège l'effort qu'on fasse de l'efficacité ? Là, la réponse est oui. En fait, on a toujours raisonné à l'envers jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a toujours dit c'est la technique qui va piloter l'objectif. Donc je fais de l'efficacité, puis je suis sûr comme ça que la consommation va baisser. Et ça fait 1 siècle et demi qu'on fait de l'efficacité, et 1 siècle et demi que la consommation globale augmente. Donc, est-ce que ce ne serait pas un moteur de la croissance, l'efficacité, la productivité individuelle ? C'est marqué dans tous les manuels d'économie en fait. Parce que ça augmente la productivité des moyens, bien sûr que si. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est précisément pour ça qu'on aime l'efficacité, c'est parce qu'elle n'est pas récessive. Elle est croissantiste, on va dire. Mais elle ne résout pas le problème. Ça dépend de ce qu'on appelle le problème. Si le problème c'est vivre vite, pour reprendre le titre d'un film de ma jeunesse, profiter de la fête tant que ça dure, etc., ça marche très bien. Bon. Si le problème c'est de durer le plus longtemps possible, ça marche pas. Tout ça est une affaire de choix. Aujourd'hui, ce choix, il n'est pas conscient. Et il est dilué, parce que dans les démocraties, les choix sont dilués. Mais c'est ça le sujet. Donc si j'en reviens... Du coup, j'ai perdu le fil. Il y avait une question sur le monétaire, et la question, l'autre, c'était... Ah oui, non, pardon. Alors, ce que je disais, c'est que si on prend le problème à l'envers, en fait, le problème à l'envers, c'est qu'il faut contraindre à une pauvreté globale sur les moyens,
Parce que la fiscalité sur l'énergie, c'est ça finalement. Vous renchérissez le coût de l'énergie en vous disant comme ça, les gens y ont de moins en moins d'accès. Donc la fiscalité, la taxe carbone, c'est une forme de pauvreté organisée. C'est pour ça que j'y ai longtemps cru en me disant c'est ça qu'il faut faire. Je continue à me dire c'est ça qu'il faut faire. Mais je vois très bien l'obstacle. Enfin, c'est ça qu'il faut faire. C'est une des choses qu'il faut faire. C'est que mais la taxe carbone, elle a un côté je crée de la pauvreté, puisque je supprime délibérément la possibilité d'accéder à quelque chose. Et du reste, ses adversaires s'y sont pas trompés, puisque le premier truc qu'on nous a opposé quand on a dit il faudrait une taxe carbone, c'est ça va faire mal aux pauvres. Oui, d'accord. Enfin, encore une fois, si on veut s'occuper du problème, il faut bien s'occuper du problème. Bon. Alors, un des trucs qu'on a répondu, c'est qu'avec un climat hors de contrôle et une énergie qui se raréfierait de manière non contrôlée, de toute façon, les pauvres sont les premiers à trinquer. Donc, c'est les plus intéressés à payer la prime d'assurance. Mais bon, c'est un argument qui est compliqué à faire j'ai envie de dire, c'est compliqué de l'expliquer de manière un peu pédagogique et dépassionnée. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. Alors si on dit on comprime globalement la quantité de CO2 qu'on émet ou la quantité d'énergie qu'on utilise, avec des mesures qui sont soit fiscales, soit réglementaires, et en fait le réglementaire permet d'aller beaucoup plus vite. Si je dis c'est obligatoire d'isoler les bâtiments, ça va quand même beaucoup plus vite que de dire je vais monter le prix du gaz jusqu'au moment où les assemblées de copropriétaires vont voter l'isolation. Donc, ça ira quand même plus vite de dire c'est obligatoire. Ça va quand même beaucoup plus vite de dire aux constructeurs vous n'avez pas le droit de vendre une voiture qui consomme plus de 2 litres au 100 plutôt que de monter le prix de l'essence en attendant que le consommateur se dise je vais acheter une voiture qui consomme 2 litres au 100 ou une voiture électrique, etc. Donc l'idéal c'est que la puissance publique prenne des mesures de restriction globale, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, donc soit de la fiscalité, soit de la réglementation, et ça va plus vite avec la réglementation. Et à ce moment, au sein de la restriction globale, l'efficacité est d'une marge de manœuvre qui permet de gagner en degré de liberté. Voilà. Mais ça ne le remplace pas. À chaque fois qu'on a dit la technique donnera d'elle-même l'objectif, on a eu autre chose que ce qu'on voulait, ou plus exactement, ça ne s'est pas réalisé comme ça. Et puis la technique, elle est au service des gens bien comme des abrutis, des gens honnêtes comme des escrocs. Donc il n'y a pas de raison que la technique en elle-même n'amène que des bienfaits. C'est faux. Donc la même informatique qui permet de piloter le chauffage central de votre maison à distance est au service des escrocs qui envoient de l'argent sur des comptes offshore, est au service des gens qui construisent des centrales à charbon, et au service de la levée de capitaux pour ces gens-là. Donc, et c'est les mêmes électrons, enfin pas les mêmes, enfin je veux dire c'est les mêmes principes, les mêmes courants, la même électronique, les mêmes algorithmes, la même façon de coder. Enfin voilà, c'est pas les mêmes programmes, mais je veux dire, tout ça participe d'un corps de compétences et de connaissances et de technologies qui est le même. Bon. Donc je ne crois pas au fait que la technique soit autoporteuse et permette aux hommes de faire l'économie de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment et d'arbitrer en conséquence. En gros, dire grâce à la technologie on sera sauvé, c'est abdiquer délibérément son envie de choisir. Au fond, c'est ça. Je pense qu'on va revenir à nouveau à mon interrogation sur les flux monétaires parce que j'ai un autre élément à donner, c'est qu'on vient de donner le mot-clé de taxe carbone. Donc la taxe carbone donne des incentives pour consommer moins, mais à un moment, l'argent est collecté de cette taxe carbone. Donc, soit il est détruit, mais ça paraît pas vraiment intuitif, soit il est redistribué sous forme de grands projets, c'est-à-dire l'État dépense, sous forme de cotisations sociales, sous forme d'allègements fiscaux pour les ménages. Donc à un moment, en fait, on a toujours devant ce problème-là, c'est-à-dire que on a une conservation, on a une loi de la conservation, et s'il y a la conservation de la monnaie, on a une conservation des impacts environnementaux. Oui, alors il n'y a pas de conservation de la monnaie. La monnaie peut se créer et se détruire. Mais globalement, si la masse monétaire... Et ça se passe au niveau des banques. Tout à fait. Donc on n'a pas de conservation de la masse monétaire. Donc c'est pas la peine de dire si, puisqu'il n'y en a pas. Après, par contre, il y a une conservation de la masse monétaire au niveau d'un agent microéconomique, dont l'État.
Donc l'État, qui aujourd'hui n'a plus la possibilité de battre monnaie en France, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui s'en charge, lui, il est forcé d'avoir dépenses égales recettes, sauf que c'est une comptabilité de caisse, lui, qu'il a. S'il n'a pas assez d'argent, il émet un emprunt. Voilà, donc à ce moment, il a assez d'argent. Donc il n'a pas de comptabilité bilancielle classique. Il n'empêche, on lève une taxe carbone, cette taxe carbone est redistribuée. Alors effectivement, on peut faire plein de trucs. On peut détaxer le coût du travail en disant ça donne un petit avantage concurrentiel aux muscles versus l'avantage concurrentiel à la machine. Et il y a des niches dans lesquelles ça suffit à déplacer et à remettre du travail. Or aujourd'hui, on a un manque de travail. Et il n'y a pas 253 millions de manières de faire. Pour remettre des gens au travail, il faut globalement que la productivité unitaire d'un travailleur baisse un peu. Bon. C'est ça le grand paradoxe. Il ne faut pas qu'elle augmente, il faut qu'elle baisse. La deuxième manière de faire, c'est que l'État, effectivement, dépense cet argent dans des projets, et on peut très bien imaginer plein de projets de décarbonation. Si l'État met cet argent dans le fait d'isoler des bâtiments, ça décarbone. Si l'État met cet argent dans le fait de remplacer les liaisons aériennes intra-européennes par des trains, ça décarbone. Si l'argent donne des dépenses, aide Renault et Peugeot à construire des usines en France pour faire des voitures qui consomment 2 litres plutôt que des voitures qui consomment 6 litres, ça décarbone. Donc, et si l'État utilise cet argent pour restructurer l'agriculture française, pour avoir plus de petites exploitations en polyculture élevage, avec moins de bêtes, notamment moins de ruminants, plus de valeur ajoutée à la ferme, donc transformer directement les produits, première étape de transformation, l'exemple le plus typique c'est transformer le lait en yaourt, etc. etc. Tout ça c'est des choses qui sont très gourmandes en capitaux, et donc il y a amplement de l'espace pour recycler quelques décennies de taxes carbone avant qu'on ne sache plus quoi faire de l'argent. Donc je ne suis pas très inquiet en ce qui concerne le recyclage de l'argent collecté par une éventuelle taxe carbone. Je suis beaucoup plus inquiet sur le fait qu'on va la mettre au bon niveau rapidement. Encore une fois, je rappelle que si on veut tenir les 2 degrés, il faut diviser les émissions planétaires par 3 dans les 30 ans qui viennent, ce dont on ne prend absolument pas le chemin pour le moment. Et pour arriver à ce genre de rythme, juste avec un signal explicite sur le prix, donc juste avec une taxe carbone, il ne va pas falloir en rester à 80 € la tonne de CO2. Il va falloir monter à des milliers d'euros la tonne de CO2. Bon. Et je suis très peu optimiste aujourd'hui, j'ai peut-être tort, je suis peut-être pessimiste, mais sur le fait qu'on va réussir à monter à des niveaux de prix explicites aussi élevés que ça. C'est pour ça qu'après avoir été longtemps un partisan de la taxe carbone, je pense aujourd'hui que ça ira beaucoup plus vite avec des réglementations qui créent non pas des prix explicites, mais des prix implicites. C'est-à-dire quand vous regardez à combien il faut dépenser pour effectivement éviter une tonne de CO2, quand vous passez par la réglementation, vous avez très facilement des prix qui sont de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros la tonne de CO2 évitée. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc c'est beaucoup mieux de passer par la réglementation. Sur les histoires de croissance du PIB, est-ce que votre avis, c'est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de climat en voulant continuer à faire croître le PIB? C'est ce que j'ai compris. En fait, moi mon point de vue, ce serait, comme le système est extrêmement dépendant pour tout un tas d'aspects de cette croissance du PIB, pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites, pour avoir un budget équilibré, le solde commercial, le fait d'avoir des devises étrangères, etc., etc. Est-ce que, d'une certaine façon, je reviens à mes premières questions, est-ce que ce verrou de la croissance, c'est pas le verrou principal qui empêche de mener une bonne politique de décarbonation? C'est-à-dire, le système ne peut pas accueillir une politique efficace de décarbonation, parce qu'il veut toujours croître. Alors, je vais commencer par expliquer pourquoi c'est compliqué de décarboner en faisant croître le PIB. En faisant croître le PIB. Quand on parle de carbone ou de CO2, en fait, on parle de l'exutoire ou de la contrepartie qui est liée à l'utilisation des énergies fossiles. Donc, les énergies fossiles, c'est charbon, pétrole, gaz. Et ces énergies constituent 80% de l'énergie qu'on utilise sur Terre. Charbon, pétrole, gaz.
Alors en fait, quand on utilise de l'énergie, ça veut dire qu'on met en route une machine. C'est ça, utiliser de l'énergie, puisque les bipèdes que nous sommes n'utilisent pas en direct le pétrole et le gaz et le charbon en le mangeant au petit déjeuner. Utiliser une machine, ça sert à produire. D'accord, donc je peux utiliser une machine qui déplace des marchandises, c'est une production, j'ai changé les marchandises de lieu. Je peux utiliser une machine qui emboutit des tôles, je fais une production, j'ai fait des tôles embouties à partir de tôles plates. Je peux utiliser une machine qui aplatit les brames d'acier juste avant. Je peux utiliser une machine dans laquelle je mets du minerai de fer et du charbon, du coke, et j'en sors de la fonte, il y a encore une machine, etc. Et toutes ces machines utilisent de l'énergie. Donc en fait, utiliser de l'énergie, c'est mettre en œuvre des machines. Et la production aujourd'hui est assurée par des machines. Le vêtement que je porte a été tissé par une machine, le pantalon que je porte la chemise tissée par une machine, le pantalon que je porte a été tissé par une machine, la chaise sur laquelle je suis assis a été fabriquée par une machine, la table sur laquelle je pose mes coudes a été faite par une machine, le bistrot dans lequel nous sommes a été construit par une machine, et quand je rentrerai chez moi dans pas longtemps, je vais être dans une machine, etc. Donc on est dans un monde de machines. Et le verre que j'ai devant moi a été fabriqué par une machine, le micro dans lequel, etc. Bon, bref. Donc on est dans un monde de machines où en fait toute la production est assurée par des machines. Et donc si j'utilise moins d'énergie, en fait ça veut dire que j'utilise moins de machines, je mets en route moins de machines, donc je baisse la production. C'est aussi bête que ça. Donc si je veux contraindre le CO2, je contrains 80% de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui dans le monde. Et qu'on s'est mis à utiliser à la place des énergies renouvelables, justement parce que ça marchait mieux. Donc je contrains l'énergie tout court, donc je contrains le nombre de machines, donc je contrains la production, donc je contrains la contrepartie économique de cette production, donc je contrains le PIB. Voilà, c'est aussi bête que ça quelque part, et c'est justement parce que c'est aussi bête que ça que c'est aussi désespérant, puisqu'on voit mal comment on pourrait augmenter la production avec un nombre de machines au travail qui n'arrête pas de baisser. Et c'est pas les muscles des hommes qui vont remplacer les grues quand il s'agira de construire un immeuble. D'accord ? Si je ne prends que les muscles des hommes pour monter les matériaux de construction, ça va un peu moins vite. Et si je ne prends que les muscles des hommes pour faire tourner le four à ciment, ça va aller aussi. Et pour souffler et pour faire le ciment en soufflant dessus, ça va aussi aller un peu moins vite. Donc donc cette question du lien énergie-PIB est une question absolument centrale. Mais qui vient tout simplement du fait que l'énergie et le PIB, c'est deux unités de mesure qui regardent un même processus. Quand on regarde l'évolution de la quantité d'énergie utilisée pour faire $1 de PIB dans le monde, en 60 ans, en 50 ans, ça a perdu 30%. Ça n'a pas été divisé par 20, ça a perdu 30%. C'est pas beaucoup, hein. Non. Donc la question de est-ce que je vais réussir à marier des émissions de CO2 en baisse et un PIB en hausse, c'est la raison pour laquelle moi j'y réponds non. Sauf que beaucoup de gens ne voient pas le lien pour une raison assez simple, c'est que l'économie moderne a été pensée par des gens qui ont fait abstraction des flux physiques. C'est-à-dire, ils ont dit en fait l'économie c'est manier une grandeur de la monnaie ou des euros qui ne compte que ce que je paye à des hommes. Bon, donc il n'y a pas de ressources naturelles dans cette histoire. Pour le monde économique, le fait que vous soyez sur Terre ou au milieu du vide intersidéral, ça ne change rien. Si vous avez des capitaux et des hommes, dans les équations économiques, vous aurez une fonction de production. Alors on vous dit, ah ouais, mais enfin si vous avez des capitaux et des hommes au milieu du vide intersidéral, est-ce que vous êtes sûr que vous allez réussir à faire tourner une usine à verre ? Ah bah non, il faut les matériaux qui vont permettre de faire le verre. Mais vous les achetez dans les comptes de l'usine. Ok, très bien. Vous les achetez à qui ? À des gens qui vont les extraire de terre. Okay ? Est-ce que des gens qui les extraient de terre les achètent à la terre ? Non, ils les achètent pas. La terre leur a donné gratuitement. Donc à un moment, vous avez en entrée dans le système les ressources indispensables au fonctionnement du système qui n'ont été payées par personne. Et comme elles n'ont été payées par personne, leur finitude n'existe pour personne. Donc, le système économique, lui, il a été pensé sans limite. Il n'y a rien dans la théorie économique qui vous dit quand le PIB mondial arrive à 83 282 milliards de dollars, bah, il s'arrête. Il n'y a pas ça, quoi, je veux dire. Alors que la physique vous dit, quand vous avez fait 40 000 km, vous êtes revenu à votre point de départ sur la Terre. Limite physique. Et quand vous êtes parti du Soleil et que vous avez fait plus de 150 millions de kilomètres, vous avez croisé l'orbite de la Terre. Il y a des limites. Enfin, bon. Dans le monde économique, vous n'en avez pas. Donc, le monde économique
par ailleurs physiquement déconnectés des flux physiques, parce que les dirigeants économiques, où est-ce qu'ils habitent? Dans des villes. Dans une ville, vous ne voyez pas les flux physiques dont vous dépendez. Vous ne voyez pas en direct la terre où a poussé le coton du vêtement que vous portez. Vous ne voyez pas en direct la plateforme pétrolière qui a fait le pétrole des fibres synthétiques que vous portez. Vous ne voyez pas en direct les carrières dont sont sortis les matériaux de construction du bureau où vous êtes. Vous ne voyez rien de tout ça. Bon, tout ce que vous manipulez, c'est des chiffres. Donc le dirigeant économique, qui est celui qui... Et le dirigeant politique par voie de... Et le journaliste, tout cet univers-là, ils sont dans un système dans lequel il n'y a pas eu de limite. Donc on s'est raconté en 8 générations qu'il n'y avait pas de limite à la croissance. Et à force de se le dire pendant 8 générations, on finit vraiment par le croire, quoi. Il y a eu des tas de religions sur Terre, certaines extrêmement puissantes. Donc là, il y en a une. C'est un fait religieux pour moi. C'est-à-dire que c'est dans la profession de foi. Voilà, il n'y a pas de limite à la croissance. Bon. La réalité, c'est que bien sûr qu'il y en a une, puisqu'il faut des ressources pour faire fonctionner l'économie. Et donc, pour le moment, il y a un écart entre le système et la représentation du système. Il y a un écart énorme. Et alors, en fait, quand vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette affaire qui est la croissance? Moi, je vais vous répondre, en fait, le problème, c'est pas la croissance. Le problème, c'est l'écart de représentation entre le système physique et comment dire, la façon dont vous le représentez mentalement. Voilà, il est là le problème. Si d'entrée de jeu, la façon de le représenter avait tenu compte de tous les facteurs limitants, y compris les ressources, probablement qu'on ne se serait pas raconté pendant 2 siècles des histoires comme quoi la croissance est infinie. Donc on aurait dit pour le moment il y en a, on en profite, mais enfin on a bien conscience du fait que ça ne va pas durer éternellement. Bon. Quand vous êtes en train de grandir comme jeune homme, vous savez que ça ne va pas durer éternellement. Donc vous dites pour le moment j'en profite, demain est mieux qu'aujourd'hui, mais je sais qu'il y a un moment où ça s'inversera, et puis même il va y avoir un moment où je me dirai demain est pire voilà, demain sera pire qu'aujourd'hui. Bon. Donc c'est, vous avez, et ben là c'est exactement ça, c'est le problème, c'est l'écart que vous avez entre le système dans lequel on vit et son mode de représentation le plus courant, qui a induit cette religion de la croissance. Mais c'est une conséquence, c'est pas une cause. Mais quand on s'ouvre à représenter le monde différemment, la représentation, c'est une chose de manier des objets théoriques. Mais si on a envie de provoquer le changement, il faut faire des actions concrètes. Et là, ce qui se passe, c'est que tout le système a été bâti étage par étage en prenant une hypothèse, c'est que les flux de demain économiques vont augmenter. Oui. C'est ça qui permet de... Oui. Tout à l'heure. Donc en fait, ma question c'est plus quand on veut décarboner, quand on veut résoudre les problèmes de climat, le prérequis avant pour pouvoir décarboner de manière efficace, c'est d'avoir dit ok, comment on fait pour aller dans un système qui accepte une décroissance de ces flux économiques. Oui. Et donc, ce serait le préambule de Décarbonons, votre livre avec 9 propositions. Est-ce qu'on peut les faire, ces 9 propositions, en n'ayant pas avant, on va dire, rebrancher le système fiscal, le système de retraite, alors, etc. Je vais vous répondre à l'envers. Si j'attends d'avoir convaincu les gens qui devraient mettre en œuvre ces propositions, qu'il faut qu'au préalable, ils acceptent l'idée qu'ils vont organiser la récession, je serai mort, qu'on n'aura toujours pas avancé. Donc je vais prendre le problème à l'envers. En fait, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a regardé ce qu'il fallait faire et si c'était compatible avec les moyens économiques dont on disposait, même dans un monde en contraction. Et la réponse est oui. Voilà. Donc nous, on n'a pas voulu, au niveau des propositions qu'on a faites, rentrer dans ce débat qui est un débat... Il y a quelques débats comme ça qui sont des débats, des débats empoisonnés. On en a un dans le secteur de l'énergie qu'on connaît bien tous, c'est celui du nucléaire, débat merdeux. Un deuxième débat merdeux dans notre pays, c'est celui sur la fiscalité. C'est assez difficile de discuter sereinement de la fiscalité sans finir par se taper rapidement dessus. Et la question de la croissance fait aussi partie de ces débats empoisonnés, c'est-à-dire que si on doit se mettre au préalable d'accord avec tous les économistes qui parcourent les plateaux de télé sur le fait qu'il faut organiser notre avenir dans un monde sans croissance, je doute qu'on parvienne à un consensus parfait assez rapidement. Donc, il faut faire l'économie de ce débat-là. Les propositions qu'on a mises sur la table sont des propositions qui sont justifiées par elles-mêmes, par le fait qu'elles luttent contre le changement climatique et qu'on dit que c'est un problème important.
Après qu'elle soit en elle-même croissantiste, décroissantiste ou etc., on ne rentre pas dans le sujet. Ma conviction personnelle, c'est que de toute façon, la décroissance, on y sera un jour ou l'autre de toute façon. Puisque... pardon, il y a une répétition du toute façon. Parce que la Terre, ne faisant toujours que 13 000 km de diamètre, ses ressources s'épuisent. Bon. Donc si ce n'est pas le changement climatique qui se charge d'engendrer la décroissance, de toute façon, c'est le défaut de combustibles fossiles ou le défaut de ressources de ceci, cela, un jour ou l'autre. Il ne faut pas croire que l'humanité va croître et embellir jusqu'à la nuit des temps. Donc donc ce qu'il faut, c'est penser des mesures d'organisation de la société qui n'aient pas besoin de la croissance. Ouais. Et donc ce qu'on a proposé dans Décarbonons, c'est des mesures pour lesquelles on se dit, même si le PIB se contracte d'1% par an, on peut quand même le faire. Voilà, c'est ça qu'on s'est dit. On peut quand même le faire. Et est-ce que, comme le système a besoin de croissance, et que si cette croissance ne se matérialise pas, est-ce qu'il va faire ces projets d'accroissance ? Est-ce que... le système politique et financier. Est-ce qu'il va, par exemple, débloquer les millions, les milliards pour rénover les bâtiments, sachant qu'il ne les aura pas, sachant parce que je le redis, s'il y a 1% de récession par an, le PIB français, il passe de 2000 milliards d'euros une année à 1980 milliards d'euros l'année d'après. C'est quand même pas zéro. Puis 1960 l'année d'après, c'est toujours pas zéro. Donc là-dedans, pour trouver 50 milliards par an pour rénover les bâtiments, il va vous falloir un certain temps avant qu'ils ne soient plus là. Bon. Donc si vous passez de voiture à 6 litres à voiture à 2 litres, elles coûteront moins cher. Bon. Donc c'est pas parce qu'on est en contraction des moyens économiques qu'on ne peut rien faire. Il faut bien distinguer. Voilà. Ce qui est sûr par contre, c'est que quand vous êtes en contraction des flux globaux sur l'économie, vous ne pouvez pas augmenter l'emploi, sauf à ce qu'en moyenne, chacun gagne moins. Alors vous avez une marge de manœuvre sur l'endettement, vous avez une marge de manœuvre sur la part qui va au capital, donc toutes ces marges de manœuvre, il faut vous en servir éventuellement. Mais il y a quand même un moment où si vous voulez avoir plus d'emplois avec globalement moins de moyens, il faut qu'on accepte de partager, et ça ne va pas se faire avec 35 heures payées 39. Ça va se faire avec 35 heures payées 35. Ou 32 heures payées 32. Bon. Enfin voilà, où chacun continue à bosser autant, mais il est payé 5% de moins. Alors les riches, on les paye 50% de moins, les pauvres, on les paye que 3% de moins. Mais enfin, voilà. Donc il y a une question de partage de l'effort. Un des trucs moi qui me turlupine en ce moment, c'est le fait que le partage de l'effort est en train de se faire exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une partie croissante des revenus qui vont dans la poche d'une fraction minoritaire de la population qui gagne de plus en plus d'argent. Et à mon avis, ça c'est très très dangereux pour l'équilibre social. Non. Donc qu'il y ait des gens qui gagnent plus d'argent que d'autres, moi ça me choque pas. Qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres, ça me choque pas. Par contre, qu'il y ait de plus en plus de tensions entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, globalement, ça m'emmerde. Parce que ça, je pense que c'est un facteur de déstabilisation de la société qui est fort. Et il faut bien voir que la manière dont je pense qu'une contraction économique, parce qu'une contraction des ressources non gérée, s'opère dans un monde où la population est constante ou croissante, ça sera par des chocs sociaux. Et je ne suis pas du tout convaincu que je terminerai ma vie sans voir le retour des dictatures. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, j'espère me tromper, mais c'est quand même une crainte que j'ai. Et est-ce que justement le fait qu'il y ait de plus en plus de choses qui se passent mal, tout à l'heure on parlait du fait que les politiques étaient actuellement court-termistes, mais étant donné que les problèmes qu'on cite sont à peu près tous interconnectés, que ce soit le climat, les inégalités, est-ce qu'en fait il n'y a pas une opportunité politique à, on va dire, proposer des mesures qui solutionnent tous ces problèmes à la fois, qui vont à la fois décarboner l'économie et articuler avec les problèmes concrets des gens. Si, c'est un peu le sens de Décarbonons. Si vous essayez de faire un grand programme politique sur la seule base du changement climatique, vous n'y arriverez pas. Ce que veulent les gens, c'est un job. Ce que veulent les gens, c'est à bouffer. Ce que veulent les gens, c'est passer du bon temps. Ce que veulent, etc.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est convaincre non pas la masse de l'électorat, mais les corps intermédiaires, qu'en passant par la voie d'une décarbonation de l'économie, vous pouvez proposer tout ça. C'est-à-dire, vous pouvez proposer des trucs qui transcendent les soubresauts économiques du moment, vous pouvez proposer du sens, vous pouvez proposer une nouvelle règle de partage de l'effort, vous pouvez proposer des projets, vous pouvez proposer une manière de se projeter dans l'avenir, et quand même, quand les gens ne se projettent pas dans l'avenir, c'est là qu'ils deviennent désespérés et qu'ils font toutes les conneries. Donc, oui, c'est exactement ce qu'on essaye de faire en Shift Project, c'est de montrer que la décarbonation de l'économie, parce qu'elle renvoie à la physique, c'est-à-dire à tout ce qui se passe autour de nous, est quelque chose qui est systémique, global, qui permet de parler à tout le monde, en déclinant des projets qui se rattachent à cette colonne vertébrale et qui concernent toutes les catégories de la population. Bon, merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Merci. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était Atterrissage avec Jean-Marc Jancovici. Si le sujet de la sortie des énergies fossiles vous intéresse, je vous invite à consulter son site jancovici.com ou celui de son think tank decarbonizeeurope.org. Si vous avez un peu plus de temps, il y a également son avant-dernier livre, Transition énergétique pour tous, ce que les politiques n'osent pas vous dire. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela lui permet d'avoir un maximum de visibilité, ce qui m'aide beaucoup. Pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas non plus de vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. À bientôt!